tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, du coup, dans ce podcast, je vais parler avec vous du business plan. Le business plan, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de demandes concernant le business plan, concernant le business model, concernant le branding. Donc voilà, aujourd'hui, je vais parler du business plan qui est pour moi une étape primordiale à faire avant de lancer son entreprise, son bébé, j'ai envie de dire. Donc le business plan, parfois je pense que vous devez le faire sans même vous en rendre compte en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous posez déjà la question de à qui je vais vendre, quels sont mes clients, est-ce que ce sont des consommateurs directs, est-ce que ce sont des entreprises, est-ce que ce sont des distributeurs, où est-ce que je vais vendre, est-ce que je vais vendre sur un site internet, est-ce que je vais vendre dans un magasin, à quel prix je vais vendre, quel est le prix de la concurrence. À partir du moment où vous vous posez déjà ces petites questions, où vous mettez sur écrit, que ce soit des versions papier ou sur un document Word ou OpenOffice, vous êtes déjà dans une démarche de réalisation d'un business plan. Donc moi en fait, ce que je vais essayer de vous donner dans ce podcast, en fait, c'est une méthodologie, celle que j'ai suivie, et celle que vous trouverez sur internet ou celles qui sont données dans les cours, hein. Comme je vous ai dit dans l'un de mes podcasts, je viens d'une école de commerce où j'ai fait un master en marketing et stratégie des marques, donc en branding. Du coup, le business plan, comment vous l'orientez? En fait, vous l'orientez, une première partie, ça va être centré sur vous, votre produit, votre marque. C'est-à-dire, vous allez, dans une première partie, vous allez vous poser la question de savoir quelle est la raison d'être de votre entreprise, quelle est la raison d'être de votre marque, celle de votre produit. Votre produit répond à un besoin spécifique que vous avez observé, je suppose, sur le marché. Ça peut être un produit, ça peut être vous, comme je l'ai dit tantôt, si ça se trouve, vous êtes influenceur, youtubeur ou encore, je ne sais pas, coach en développement personnel. Donc voilà, ça peut être, voilà, c'est vous, votre produit, voilà. Donc, comme je vous disais, la première partie, c'est vraiment centré sur le produit. Qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que vous avez observé sur le marché une niche? C'est-à-dire que est-ce que vous vous êtes dit, sur ce marché, des concurrents proposent plusieurs choses, mais il y a cette petite niche, il y a ce petit segment de clientèle-là qui a un besoin insatisfait. Et moi, je vais venir avec mon produit combler ce besoin-là. Donc, et c'est à partir de là peut-être que votre réflexion de créer un produit ou de vous créer tout simplement ou de vous transformer en coach ou de vous transformer en youtubeur est née en fait. Donc voilà, la première partie sur vous, le produit, la problématique à laquelle vous répondez. Ensuite, dans cette même première partie-là, vous allez faire une sous-partie, j'ai envie de dire, c'est très scolaire, mais il faut ça, une sous-partie sur les cibles. Quelles sont vos cibles? À qui vos produits sont-ils destinés? Vous devez répondre à cette question parce qu'on a plusieurs canaux de distribution, même qu'on a plusieurs canaux de distribution, on a plusieurs segments de clientèle. Okay, donc voilà, vous allez avoir une partie, ce qu'on appelle généralement le B2C ou le B2B ou le B2D, sont tout simplement vos clients finaux. Est-ce que vous allez vendre au consommateur direct, c'est-à-dire que le mec il va prendre, j'en sais rien, vous allez vendre un produit tel que par exemple une enveloppe. Est-ce que vous allez vendre l'enveloppe directement à ceux qui vont l'utiliser, c'est-à-dire prendre l'enveloppe, mettre un courrier dedans et l'envoyer, ou alors vous allez vendre à des entreprises telles que, j'en sais rien, la Poste, vous allez vendre à la Poste pour que la Poste à son tour revende aux petits consommateurs, ou alors est-ce que vous allez trouver des distributeurs, de ce qu'on appelle le retail, pour vendre en gros vos enveloppes, et eux derrière ils vont se charger de la revente aux consommateurs. Donc voilà, c'est à vous de voir de quelle manière en fait vos produits vont être distribués et comment est-ce que vos produits vont arriver dans la maison, dans le portefeuille, dans le sac, peu importe du client final.
Donc voilà, il faut savoir aussi que plus vous mettez d'intermédiaires, plus vos marges vont être impactées. Donc si vous vendez par exemple à une grosse entreprise, si vous êtes en B2B, si vous vendez à, j'en sais rien, si vous vendez par exemple à l'export à des importateurs, les importateurs derrière peut-être qu'ils vont revendre à des grossistes derrière qui vont revendre à des distributeurs et des distributeurs qui vont revendre à des détaillants. Donc votre produit avant d'arriver chez le consommateur final, il a déjà fait un sacré parcours et à chaque fois il y a des marges qui vont être rajoutées sur votre produit. Donc il faut y penser parce que si ça se trouve vous avez envie que votre produit soit vendu je dis une bêtise, 10 euros ou 10 dollars et au final, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, en fait, le produit, il arrive et il est à 30 euros, 30 dollars. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Ou alors, est-ce que vous vous dites, non, pas du tout, en fait, je vais créer mon site internet et je vais vendre directement à mon client de telle sorte que ce produit à 10 euros, s'il achète, il y a juste des frais de port, il aura 15 euros. Donc, voilà, ça, c'est une démarche. Ça, c'est une réflexion qu'il faudrait avoir. Donc, quelle est votre cible? Est-ce que c'est le client final? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est un distributeur? Ou alors votre entreprise c'est juste de la mise en relation, le dropshipping comme on dit, où vous allez juste être l'intermédiaire entre les consommateurs et les fournisseurs. Donc ça aussi c'est un business d'ailleurs florissant. Donc voilà, à vous de vous positionner. Ensuite dans cette première partie, centré sur vous, centré sur votre produit, quels sont vos objectifs? Parce que si tu ne planifies rien, tu vas échouer forcément. Donc il faut planifier. Et qui dit planification dit objectif. Donc premièrement, il faut vous poser, mettre par écrit vos objectifs stratégiques, c'est-à-dire où est-ce que je distribue mon produit. Comme je vous l'ai dit tantôt, est-ce que vous le distribuez sur un site internet que vous allez créer, votre site internet? Est-ce que vous le distribuez sur une marketplace parce que vous vous dites tout compte fait, j'ai pas assez de notoriété pour distribuer mon site, pour distribuer directement via un site internet? Ce que je vais faire, c'est mettre mes produits sur une marketplace comme, je ne sais pas, comme Amazon, comme Cdiscount, comme Etsy, où déjà ces marketplaces-là drainent des millions d'internautes tous les jours. Donc là, vous vous dites, donc en mettant mon produit sur cette marketplace-là, je vais pouvoir toucher d'autres personnes. Ou alors vous vous dites non, pas du tout, j'ai les reins solides, j'ai la notoriété nécessaire pour créer un site internet et générer du trafic directement. Après, si votre produit ne sera pas que sur le web, j'ai envie de dire, il faut aller chercher les clients en direct. Donc voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, les coûts d'une boutique sont extrêmement chers. Donc à vous de voir, est-ce que vous ouvrez un pop-up store? Les pop-up stores sont des boutiques éphémères que vous pouvez créer en fait peut-être sur un mois, sur 2 semaines, peu importe, juste histoire de rencontrer vos clients, de distribuer, de vendre vos produits. Et il faut savoir qu'aucune stratégie n'est contradictoire, c'est-à-dire que vous pouvez être à la fois sur votre site internet mais être présent également sur le marketplace et avoir également un pop-up store pour un mois. Donc voilà, ce sont des stratégies multicanales qu'on peut mettre en place comme ça. Voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est ça nécessite des coûts. Et donc comme d'habitude, il faut choisir en fait ce qui correspond le plus à son activité. Ensuite, dans vos objectifs, il faut penser à la communication. Comment vous communiquez? Est-ce que vous vous dites, bon, j'ai assez de budget, je vais me recentrer sur la communication traditionnelle? Quand je dis communication traditionnelle, je pense notamment à la radio, je pense à la télévision. Je sais que c'est extrêmement cher ça. Je pense à la radio, je pense à la télévision, je pense aux journaux, je pense à la presse en général. Est-ce que vous vous dites non, j'ai assez de budget, j'ai les reins solides, donc je vais aller là? Ou est-ce que vous vous dites bon, je suis une petite structure, je viens juste de me lancer, donc là, je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais fonctionner par le bouche à oreille, je vais distribuer des flyers. Ou alors je vais aller dans des événements, des salons, des petits événements, des salons pour essayer de me faire connaître comme ça. Donc pareil, la communication, à vous de choisir. Est-ce que vous choisissez la communication traditionnelle ou que vous choisissez la communication digitale, sachant pareil que ces deux types de communication ne sont pas contradictoires. En fait, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien commencer par une communication web digitale et drainer assez d'argent pour demain faire un spot télé ou une pub télé. Donc voilà. Ou alors vous pouvez aujourd'hui vous dire je passe par la télévision mais je n'ai pas les moyens du coup de quantifier, de
de quantifier le nombre de personnes qui voient effectivement ma pub, donc j'ai aucun ROI dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer par les médias sociaux ou par, j'en sais rien, les mailings, les news ou tout simplement du Google Ads pour essayer comme ça de traquer tous ceux qui verront effectivement ma pub ou viendront sur mon site suite à une pub. Voilà. Donc les deux moyens de communication vont de pair, j'ai envie de dire. C'est en fonction de ce que vous avez comme moyen. Ensuite, le prix. Pareil, la stratégie de prix, c'est vraiment une des... j'ai envie de dire, c'est la plus complexe pour beaucoup. C'est à quel prix je me fixe. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur, j'ai envie de dire. Beaucoup de personnes ont peur de se dire, ok, je vais me fixer, je vais faire un produit qui me coûte un coût de sortie d'usine 10 € et je vais multiplier ce prix par 5. Comme fait Dyson ou autres grandes marques qui multiplient tout simplement leur prix sortie d'usine par 5, voire 10, voire 100. Aujourd'hui, on est en tant qu'auto-entrepreneur, en fait, on est plus tenté de dire bon, je ne suis pas sûr de moi, on va dire pour les craintifs, je ne suis pas sûr de moi, du coup mon produit, je vais essayer de voir un peu ce que fait la concurrence et de fixer un prix par rapport au marché ou alors un prix supérieur au prix du marché, mais pas de beaucoup. Voilà, donc la stratégie de prix aujourd'hui, c'est à vous de voir. Est-ce que vous vous mettez en écrémage, c'est-à-dire que vous fixez un prix élevé, vous multipliez votre prix de, comme je l'ai dit, sortie d'usine par 10, tout simplement parce que pour vous, votre produit est exceptionnel, votre produit est innovant, donc il vaut ce prix-là parce que vous êtes le seul sur le marché à proposer un tel produit, donc vous le fixez à ce prix-là. Ou alors est-ce que vous vous fixez à un prix bas par rapport au marché parce que pour vous c'est une stratégie qui va vous permettre d'entrer dans le marché, un peu comme l'a fait Free. Quand Free est arrivé sur le marché de la téléphonie, on avait tout à 2 €, donc ils ont conquis beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, si vous regardez chez Free, il y a plusieurs offres. Il y a l'offre 2 €, l'offre 15 €, l'offre 20 €, l'offre 30 € et Free devient presque aussi cher que ses concurrents. Orange, Bouygues, SFR et tout. Mais effectivement, la stratégie de Free au départ, c'était une stratégie de pénétration, donc pénétration du marché où ils étaient à un prix bas et ils l'ont augmenté au fur et à mesure. Donc à vous de voir, est-ce que vous êtes dans une stratégie de pénétration prix bas ou vous êtes dans une stratégie de prix élevé, donc une stratégie d'écrémage où vous fixez le plus haut prix parce que votre produit il est innovant et personne n'a un produit de qualité comme le vôtre. Ou alors vous vous dites, allez, je vais mettre une stratégie un peu entrée de gamme, c'est-à-dire je vais essayer de me fixer par rapport au prix moyen du marché, pas très haut, pas très bas non plus, mais juste, là, on va dire la moyenne ou un peu au-dessus de la moyenne. Donc, voilà, ça c'est des réflexions à avoir et tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est dans votre business plan. Ça c'est la première partie, donc sur vous, sur votre produit et sur vos stratégies. Généralement, ça c'est ce qu'on a vu avant, on appelle ça les 4P. Les 4P en marketing, c'est la place, c'est le produit, tout simplement, 4P, le produit, la place, le prix, le positionnement. Donc votre produit, la place, ça va être où est-ce que vous distribuez votre produit. Le positionnement, ça va être par rapport à la concurrence, comment vous vous mettez, et ensuite le prix, ça va être écrémage, pardon, écrémage, pénétration ou entrée de gamme, voilà. Donc ensuite, toujours dans cette première partie qui porte sur votre produit, vous allez avoir en seconde partie ce que j'ai appelé l'étude de marché. L'étude de marché, en fait, c'est aller faire une espèce de veille concurrentielle. C'est aller faire veille sur le marché, c'est aller voir qu'est-ce qui se fait chez les autres, qu'est-ce qui se fait sur le marché, qu'est-ce qui se fait chez la concurrence. Parce que j'aime bien ce dicton qui dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil » en fait, et tout ce qui est a déjà été. Donc voilà, et aujourd'hui, on est au moins 2 à avoir la même idée. Donc voilà, il est important pour vous du coup de faire une veille, de savoir est-ce que votre produit, est-ce que le service que vous allez proposer a déjà sa place, a déjà été fait. Et si oui, de quelle manière
le produit a été placé, de quelle manière le service est vendu, et vous derrière pour essayer de faire mieux. Donc voilà, votre étude de marché. Donc une première partie, ça va porter donc sur la concurrence, sur l'offre sur le marché. Et vous allez donc aller étudier vos concurrents, voir ce qu'ils font, voir leur prix, voir leur emballage, voir où ils sont distribués, voir comment ils communiquent, voir où ils vendent. Donc voilà, vous allez étudier tout ça, vous allez reporter les différents noms de vos concurrents, soit sur un tableau Excel, soit sur un Google Sheet. Vous allez mettre vos concurrents, vous allez vous dire, bon, j'ai un concurrent X, Y et Z. Les trois concurrents en produit, le produit de X est meilleur que celui de Z ou moins bien. En prix, le produit de Z est supérieur à celui de X et Y. En distribution, le produit de X est dans les supermarchés, tandis que celui de Y n'est pas dans les supermarchés, mais plutôt sur un site internet. Celui de Z n'est ni sur l'un sur l'autre, mais plutôt sur une marketplace. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser ça comme ça. Il faut ratisser vraiment de fond en comble. Il faut aller sur le marché et voir qu'est-ce qui est présent sur les marchés, parce que c'est vraiment con si vous amenez un produit et que vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes loin de la réalité et que votre produit est soit trop cher, pas assez bien et vous faites un flop total. Donc voilà, le flop n'est pas une fin en soi, hein. Mais voilà, il faut, avant d'aller quelque part, il faut tâter le terrain, il faut aller en reconnaissance, on le voit, hein, il faut aller en reconnaissance, il faut étudier le marché. Ensuite, quand vous étudiez le marché dans une première partie, vous étudiez le marché dans une seconde partie, c'est les consommateurs, la demande. Il faut voir dans les consommateurs, vous dire, bon, ok, je cible, quelles sont mes cibles? Est-ce que je cible les personnes qui ont un CSP+, est-ce que je cible les personnes des classes moyennes, est-ce que je cible les classes aisées, est-ce que je cible les personnes qui ont un fort pouvoir d'achat, ou est-ce que je me centre sur les personnes qui ont, j'en sais rien, les personnes qui sont au SMIC, ou je ne sais pas, hein, je dis juste, voilà, je ne sais pas ce que vous ciblez, mais il faut avoir cette réflexion-là et vous dire, mon consommateur, comment je le vois. Essayez de vous faire une carte d'identité d'un client type, hein. On appelle ça les personas en marketing. Donc essayez de vous faire une carte d'identité et de vous dire, ok, je visualise Monsieur X. Je vais prendre un exemple. Monsieur X est médecin, donc il est médecin qui a déjà, j'en sais rien, 10 ans de carrière. Donc peut-être qu'il a 5 000 euros par mois. Et donc avec 5 000 euros par mois, Monsieur X peut prétendre à tel produit qui est chez moi ou tel service qui est chez moi. Donc voilà, faites-vous une carte d'identité pour chacun de vos clients pour mieux les connaître, mieux les cibler et avoir quelque chose d'efficace, quoi. Ensuite, à la fin, en fait, ce que je préconise, c'est vous de vous faire une carte perceptuelle. En fait, si vous tapez sur Google carte perceptuelle de la concurrence, vous allez avoir une espèce de carte avec deux courbes. Vous avez des axes, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, où effectivement vous placez chacun des prix. Vous placez les extrêmes à chaque fois sur les courbes, en fait. Donc vous allez mettre par exemple prix élevé, prix bas, traditionnel, contemporain. Et là, sur cette carte-là, vous allez mettre vos concurrents. Comme je disais tout à l'heure, vous avez le concurrent X, Y et Z. Vous allez vous dire, bon, le concurrent X, par exemple, il a un prix élevé et la qualité du produit est top. Vous le placez. Le concurrent Y, il a un prix élevé, mais le produit n'est pas top. Vous le placez. Le concurrent Z, il a un prix, le produit est top, le prix n'est pas très élevé, vous le placez. Et vous, maintenant, vous vous placez en vous disant, soit vous vous dites, ok, moi, je suis top et mon prix va être top, ou alors, je suis top, mais bon, j'entre en pénétration, donc j'aurai un prix bas. Donc voilà, sur cette carte, en fait, vous allez essayer de placer tous les concurrents, d'essayer de placer tous les produits qui sont présents sur le marché et ensuite de placer le vôtre. Donc après, la suite logique dans un business plan, voilà, c'est vous dire, ok, pour le projet, vous êtes combien? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes à deux? Si oui,
si vous êtes seul. Donc voilà, il va falloir que vous appreniez à vous manager votre temps, gérer les différentes activités, les différents services de votre entreprise, tout simplement parce que l'entreprise, ça va être plusieurs choses. Ça va être, vous aurez le service administratif, vous aurez la comptabilité, vous aurez la publicité, vous aurez la production et vous allez tout gérer ça tout seul. Donc, il va falloir manager votre projet, manager votre temps. Et ensuite, vous avez à la fin le financement du projet. Donc, à vous de voir. Est-ce que vous êtes en autofinancement? Est-ce que c'est un emprunt? Si c'est un emprunt, il va falloir faire tout le travail qu'on a fait auparavant parce que la banque va vous demander ça. Et de là va découler en fait le coût, quand je dis autofinancement ou emprunt, de là va découler le coût du projet. Donc, quand vous allez tout étudier, le projet va avoir un coût et ce coût-là, il faut que vous le sachiez ou alors il faut avoir au moins quelque chose d'approximatif. C'est pas sûr d'avoir la somme pile poil, mais il faut au moins avoir quelque chose, une petite idée de ce que ça va vous coûter. Pareil. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai aidé avec ce petit business plan à faire absolument avant de se lancer dans tout ce qui est administratif, création de boîtes, statuts, choix des statuts, micro-entreprises, SARL, SAS, SASU. Avant de faire ce travail juridique-là, vous devez faire ce travail de recherche en amont. Et ce travail de recherche, vous le mettez dans le business plan. Ce qui est le business model, en fait, le modèle économique, c'est tout simplement en fait une forme compactée. Une forme compactée de business plan avec beaucoup de chiffres et c'est vraiment, on passe au concret et on passe à la synthèse. Mais le gros travail du business plan doit être fait avant tout. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Ciao. Donc n'oubliez pas, si vous avez besoin de questions, vous allez sur internet, Akina Closette, vous m'envoyez un petit mail, akinaclosette@gmail.com et je vous réponds. Vous avez également mon blog akinaclosette.com où effectivement je parle de stratégie, je parle de stratégie, de branding, je parle de tissu ethnique africain en rapport avec ma marque akinaclosette.com aussi. Voilà, n'hésitez pas, je reste disponible pour toute question. Ciao. Cette fois-ci c'est bon.